On connaît tous ces histoires d'amour qui commencent comme un conte de fées. Une connexion immédiate, une intensité folle. Mais que se passe-t-il quand cette perfection cache en fait quelque chose de beaucoup plus inquiétant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ouais, on imagine très bien la scène. C'est le genre de départ qui emporte tout sur son passage. On se sent absolument unique, spécial, comme si on avait enfin trouvé la perle rare. C'est grisant, presque irréel. Et c'est précisément là que le petit doute peut commencer à s'installer. Toute cette perfection, est-ce que c'est vraiment sincère ou est-ce que c'est une façade incroyablement bien construite? Voyons ensemble comment on peut faire la différence entre un amour passionné et une stratégie de manipulation. Bon, pour y voir plus clair, la première chose à faire, c'est de mettre un nom sur ce phénomène, le love bombing. En français, on pourrait dire le bombardement d'amour. Rien que le terme, ça met déjà un peu la puce à l'oreille, non? Et là, le mot qui doit vraiment retenir l'attention, c'est technique. On ne parle pas d'un élan spontané, d'une générosité folle, non. On parle d'une stratégie. Le but, ce n'est pas de donner de l'amour. Le but, c'est de rendre l'autre tellement dépendant de cette surdose d'attention qu'il en perd tous ses repères et surtout son esprit critique. Et voilà le détail qui change absolument toute la perspective. Ce terme, à l'origine, il ne vient pas du tout du monde de la romance. Il a été popularisé par une chercheuse, Margaret Singer, pour décrire comment des sectes endoctrinent leurs nouvelles recrues, en les submergeant d'affection, d'attention, de validation, pour court-circuiter complètement leur jugement. La mécanique est exactement la même. On crée un lien hyper puissant, très vite, avant que la lucidité ait le temps de s'installer. Alors concrètement, comment on fait pour déceler cette manipulation ? En fait, il y a des indices, des signaux d'alarme très clairs qui, quand on les met bout à bout, dessinent un tableau assez parlant. On va les voir comme les pièces à conviction de notre petite enquête. Le tout premier indice, et franchement c'est souvent le plus flagrant, c'est une question de rythme. Et là, on ne parle pas juste d'enthousiasme. On parle de projet d'emménagement ou de présentation à toute la famille après seulement 2 ou 3 rendez-vous. Cette vitesse, ce n'est pas anodin, c'est une tactique. L'idée, c'est de créer des faits accomplis, de verrouiller la relation, avant même qu'on ait eu le temps de se poser et de se demander si c'est vraiment ça qu'on veut. Passons maintenant au deuxième signal. Celui-là, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus psychologique. C'est un point essentiel à comprendre. Les compliments ne sont pas distribués au hasard. Un love bomber a souvent cette capacité presque effrayante à repérer très vite les insécurités, les failles, les manques chez l'autre. Et les compliments sont alors taillés sur mesure pour venir combler précisément ces failles. Ça crée un sentiment de connexion incroyable, mais qui est totalement artificiel. Prenons cette phrase par exemple. En surface, c'est un compliment sublime, non? Sauf que dans ce contexte, il faut l'entendre différemment. Cette phrase ne décrit pas vraiment la personne en face, elle vient remplir un vide, une solitude que le manipulateur a su identifier. C'est une clé qui ouvre une serrure bien précise. Le troisième indice, lui, concerne l'espace personnel, ou pour être plus précis, son envahissement total et progressif. Des dizaines de messages par jour, des appels si on ne répond pas dans la minute. Attention, ça, ce n'est pas de la passion, c'est un test. C'est un test de disponibilité totale. L'objectif est très simple, occuper tout l'espace mental. Ne laissez aucune place pour le doute, pour les amis, pour la vie d'avant. Quatrième signal d'alarme, celui-ci est un peu plus matériel, on va dire. Il concerne les cadeaux. Un cadeau très très cher, offert très très tôt dans la relation, c'est rarement juste un geste de générosité. C'est un investissement, un placement stratégique. Ça place l'autre dans une position de redevabilité. Et après ça, c'est beaucoup plus difficile de dire non, d'être en désaccord ou tout simplement de partir. Et enfin, on arrive au cinquième et dernier signal. C'est sans doute le plus insidieux de tous. C'est l'isolement. Ça ne commence jamais de manière frontale. Ça commence avec des petites phrases, l'air de rien. On est tellement mieux juste tous les deux, tu ne trouves pas? Et petit à petit, cette idée fait son chemin. L'objectif final, c'est de devenir la seule et unique source de bonheur et de validation pour l'autre en le coupant progressivement de ses proches qui pourraient, eux, avoir un regard extérieur et critique. Bon, la grande question, c'est comment on fait la différence avec un début de relation qui est juste hyper passionné. Ce tableau, il est très utile pour ça. Regardez les contrastes. Dans une passion saine, le rythme est intense, oui, mais il respecte la vie de chacun. Dans le love bombing, il est envahissant. Un désaccord, dans un cas, ça mène à une discussion. Dans l'autre, à de la culpabilisation. Et surtout, le ressenti, dans une passion saine, on se sent bien, sur un nuage, mais en sécurité. Dans le love bombing, on se sent souvent étourdi, sous pression, un peu confus. Mais attention, on arrive maintenant à une nuance qui est absolument capitale à comprendre. Parce que tous les love bombers ne sont pas les mêmes. Et faire la distinction, c'est crucial pour savoir à qui on a affaire. Il faut bien saisir ça. Le love bombing, c'est un comportement, une stratégie qui peut être utilisée par plein de gens différents, parfois juste par immaturité ou par dépendance affective, sans forcément une intention de nuire.
En revanche, le pervers narcissique, c'est une structure de personnalité pathologique. Et pour lui, le love bombing n'est qu'un outil parmi d'autres. Regardons ce tableau de plus près. L'intention du bombeur classique, c'est souvent de combler son propre vide. Celle du pervers narcissique, c'est le contrôle et la prédation. L'empathie, elle est inexistante chez le narcissique. Et surtout, il y a l'après. Une fois que la cible est ferrée, le pervers narcissique passe à la phase suivante, la dévalorisation, puis la destruction. C'est un cycle quasi inévitable où le bombardement d'amour n'était que le premier acte d'une pièce bien plus sombre. Ok, on a bien analysé le problème. Maintenant, la question la plus importante, c'est on fait quoi face à une telle situation, comment se protéger et comment reprendre le contrôle? Il y a des étapes assez claires. Premièrement, tester les limites. C'est simple, dire non. Juste un petit non à une proposition et observer la réaction. Une personne saine d'esprit l'accepte même si elle est déçue. Un manipulateur, lui, ne le supporte pas. Deuxièmement, garder son jardin secret au début. Ne pas étaler ses insécurités trop vite. Ce sont des informations précieuses qu'un manipulateur utiliserait comme des armes. Et enfin, le plus important, écouter son intuition. Ce sentiment de malaise, cette impression que c'est trop, c'est le meilleur radar qu'on puisse avoir. Le grand amour, ça apporte un sentiment de paix, de sécurité, pas de pression. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Peut-être une leçon assez fondamentale sur ce qu'est vraiment l'attachement? Sur la nature même de l'amour? Cette phrase, elle résume absolument tout. Les feux d'artifice du début, c'est impressionnant, c'est magnifique, mais ça ne dure jamais. La véritable preuve d'un sentiment sincère, elle se trouve dans la durée, dans la fiabilité, dans le respect de l'autre, jour après jour. Même quand la passion des débuts s'est un peu calmée. On va finir sur cette question. Et si le grand amour, le vrai, n'était pas celui qui fait perdre la tête, mais au contraire celui qui permet de la garder bien sur les épaules? Un amour qui ne submerge pas, mais qui laisse l'espace pour respirer. Un amour qui est un refuge et non pas une tempête. तो जाने तारों को तोड़ना